Bien, bonjour et bienvenue dans ce webinaire qui a pour thème les 5 C d'une relation fournisseur réussie. Le webinaire sera présenté par Vanessa Lemot, experte des achats avec plus de 20 ans d'expérience dans différents domaines, la construction, les services, le public et le nucléaire. La présentation durera environ 20 minutes et sera suivie par une dizaine de minutes pour répondre à vos questions. Durant cette présentation, vous pouvez poser vos questions avec l'outil chat en bas de votre écran et je les formulerai à Vanessa Lemot à la fin de sa présentation. Si vous ne voyez pas correctement les slides projetés, vous pouvez utiliser l'option d'affichage en haut de votre écran afin de le régler. Il est maintenant temps d'entrer dans le vif du sujet et je laisse la parole à Vanessa Lemot. Bonjour à tous et à toutes. Écoutez, merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Merci Nicolas. Donc moi, j'ai voulu aborder la relation fournisseur qui me paraît primordiale dans la fonction achat et dans nos différents rôles. On voit qu'on est dans un contexte vraiment très morose, très chahuté. Alors j'ai l'habitude de dire depuis quelques temps que 2022 a été la pire année de mon expérience professionnelle. Ça a été vraiment très contraint. Je pense que vous partagez cet avis. Ça a été très chahuté. Bon, il y a eu l'inflation, il y a eu des pénuries, il y a toujours d'ailleurs, il y a toujours des guerres. Et il y a ces fournisseurs à cette ressource externe à gérer, et on fait le tampon souvent, ça c'est aussi notre fonction, entre des obligations d'entreprise, des obligations de chantier, de projet, de livraison, de production, et cette ressource externe que sont les fournisseurs. Donc, j'ai voulu aller un peu plus loin là-dedans et expliquer une méthode, entre guillemets, de 5 C pour réussir cette relation très chahutée. Donc, j'ai organisé ce webinaire en 4 parties, on va dire. J'ai voulu contextualiser tout d'abord cette relation fournisseur avec une espèce de... une façon de regarder la big picture, comme on dit. Pour aller vers un rôle prédominant, selon moi, qui est important, parce que je ne m'enlèverai pas de la tête que cette relation acheteur-fournisseur est créatrice de valeur pour l'entreprise. Après, on abordera les fameux 5 C, et nous aborderons aussi la notion de risque qui est hyper prédominante dans le contexte actuel et qui ne fait que s'accentuer. Donc, en termes de contextualisation, en fait, j'ai voulu encore une fois montrer l'évolution de cette place des fournisseurs, une espèce de frise, d'historique, de concomitance entre le fournisseur et comment sa place a évolué dans l'entreprise pour la fonction achat et de la fonction achat. On voit de toute façon que c'est progressif, encore une fois, et concomitant. Et ça dépend aussi des attentes de l'entreprise. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un écosystème et que la fonction achat appartient à une entreprise. Et dans un premier temps, les maîtres mots, c'était très basique, c'était un respect de je livre à temps et moins cher. Le fameux triptyque que tout le monde connaît, qualité, coût, délai. Donc, il faut acheter moins cher. On a des leviers assez classiques d'achat. Et pour avoir des effets volume, on parle de sourcing, on parle d'analyse de coûts. Et ça, l'acheteur peut le réaliser seul. Les fournisseurs sont là pour le servir, pour servir l'entreprise. Et je vais dire, ils sont assez lambda. On passe dans un deuxième temps à quelque chose d'un peu plus poussé. L'acheteur et les achats passent dans leur prod, ils ont des clients internes, ils discutent, ils sont un peu moins autonomes, on va dire, et un peu plus intégrés dans l'entreprise. Après, ils sont aussi sollicités par tout ce qu'on appelle la R&D pour chercher de nouveaux fournisseurs, pour co-construire. Là, on parle davantage de mieux acheter et de ne pas acheter seulement moins cher. Donc, on peaufine un peu plus les cahiers des charges, on va un peu plus loin. Et là, le fournisseur est davantage vu comme une ressource externe. Il est moins lambda, il est moins interchangeable et il est à sa place. On commence à parler vraiment de stratégie avec des fournisseurs, les fameuses matrices et des fournisseurs très intéressants pour l'entreprise. On va aussi chercher, on va jusqu'à chercher de l'innovation.
On améliore après nos techniques d'achat. On peut dire que les acheteurs se professionnalisent à tout niveau, qui vont chercher aussi du KPI, qu'il y a de la digitalisation aussi qui fait bouger aussi les lignes. Et la fonction achat est de plus en plus intégrée dans l'entreprise, évidemment au bémol près que de la maturité de l'entreprise. En tout cas, il y a une vraie volonté de pousser et du coup d'intégrer ces fournisseurs et de les avoir comme vrais interlocuteurs. Là, on peut parler aussi, la relation fournisseur se diffuse largement et on peut même parler de business partner parce qu'on se sert, entre guillemets, de ces fournisseurs pour le client final, pour intégrer aussi de la valeur ajoutée dans l'entreprise. Et enfin, on arrive, j'ai fait ça en 4 phases, on arrive à une notion d'actif stratégique, à une notion où là, il y a un recentrage des entreprises sur leur core business, donc leur cœur d'activité. Le poids des fournisseurs est de plus en plus important. On est dans un écosystème, encore une fois, où on parle on passe de panels fournisseurs plutôt à des réseaux de fournisseurs interconnectés. Voire dans certaines entreprises, ils intègrent une entreprise, ils font partie d'une entreprise étendue. On parle de SRM aussi, donc de Supplier Relationship Management. Le fournisseur est vraiment vu de plus en plus comme une ressource pour gagner en compétitivité, que ce soit prix, financière et extra-financière. On arrive à des nouvelles notions de best in class et ce fournisseur, et les crises aussi ont accentué cela, est davantage vu comme un actif stratégique, voire le capital fournisseur. Et c'est là-dessus qu'on va aussi étayer le propos aujourd'hui. Donc, vous voyez une vraie évolution de ce fournisseur qui passe d'un fournisseur lambda à un actif stratégique, donc partie intégrante de l'entreprise. Ah, je suis désolée, j'ai un slide qui n'est pas apparu. Bon, donc, je reviens sur... Et du coup, on va vers un rôle vraiment prédominant. Et je faisais le parallèle entre les RH, donc les relations humaines, qui vont gérer la ressource interne de l'entreprise, donc le collaborateur, avec les acheteurs, nous les acheteurs, qui allons gérer cette ressource externe. Je voulais rappeler aussi, j'en profitais pour rappeler, à mon sens, les 3 missions des achats, donc contribuer à la rentabilité de l'entreprise, à l'EBIT. De plus en plus, c'est un risque manager. J'ai l'habitude de dire, notamment à mes étudiants, que la fonction achat, c'est une gestion de risque. Donc, c'est ça c'est le 2e point, donc la sécurisation. Et le 3e point, c'est la création d'entreprise. Et là, dans un système de plus en plus réticulaire, on va dire, de plus en plus en réseau, avec tout ce qui nous arrive et tout ce qui se passe, avec les exigences, les obligations légales renforcées, etc., ce fournisseur est de plus en plus incontournable, il est de plus en plus indispensable pour l'entreprise. Donc, je pense que vous êtes impatient de connaître les 5 C. Le premier C, je mettrai la connaissance. Effectivement, le connais-toi toi-même, ça paraît basique, mais connaître un fournisseur, c'est juste indispensable. Et que le fournisseur nous connaisse, ça l'est tout autant. C'est un basique, encore une fois, incontournable. Et ça passe comment? Ça passe par des business reviews, c'est-à-dire se rencontrer, les audits, les visites, des salons dédiés. Et c'est cette rencontre-là, cette connaissance de ce fournisseur-là qui va vous donner des idées pour aller plus loin. J'ai un exemple en tête. Lorsque j'étais dans le nucléaire, je suis allée visiter une usine française pour des supports de câbles, de chemin de câbles. Alors, c'est comme des espèces de gros Lego. Soit les trucs sont standards, soit ils sont fabriqués. Et là, en visitant, j'ai compris comment ça fonctionnait. Donc, dans ma tête, une petite décomposition de coûts au passage. J'ai vu leur stock. Et alors, encore une fois, hein, vu la période de voir qu'un fournisseur est en capacité, financièrement parlant, d'avoir 6 mois de stock sur des matières un peu chères. Et en même temps, j'ai appris qu'il avait un BE, parce que ce n'était pas juste acheter des Legos, on va dire, pour faire mes chemins de câbles, mais c'était aussi une façon d'optimiser le chemin
la forme du support et du coup la matière utilisée pour le faire. Et ça a donné des idées. Et si je n'étais pas allée les voir dans leur usine, j'aurais jamais eu ça en tête pour les différents projets que j'avais en cours. Et pour moi, ça rejoint aussi la curiosité. Cette connaissance-là est vraiment incontournable. A contrario, en tant qu'acheteur, vous devez faire connaître votre entreprise. Ce qui veut dire qu'en prérequis, la fonction achat et l'acheteur doivent avoir une bonne connaissance transverse de l'entreprise pour connaître la stratégie, connaître les différents projets en cours, que ce soit en Flowbiz ou des grands projets, et être en capacité de parler des besoins actuels et futurs de l'entreprise. En fait, c'est juste donner de la visibilité à un fournisseur sur les activités, sur ce qu'on attend et sur le panel qu'il a pour que lui aussi ait à offrir des choses sur son panel de biens et services. Donc voilà, donc je mettrai en premier cette fameuse connaissance euh, qui permet de faire matcher les choses, en fait, tout simplement. Alors, je me suis amusée sur un 1 bis qui me paraissait aussi incontournable, qui était la courtoisie. Alors, je me suis fait un peu plaisir, mais clairement, déjà de façon globale, ça me paraît indispensable. Bon, d'où les différentes citations. En plus, le petit clin d'œil achat, la courtoisie ne coûte rien, mais achète tout. Effectivement, arriver en mode bourrin, excusez-moi l'expression, c'est pas comme ça qu'on arrive à avoir des personnes en face qui ont envie de travailler avec vous et qui ont envie de vous dire, bah, tiens, moi, je suis en train de développer ça, ça pourrait vous aider dans votre business. Et en fait, dans un contexte actuel vraiment très compliqué, encore une fois, où les rapports sont en train de s'inverser, nous, fonction achat, on est plus à essayer de donner envie au fournisseur et d'être son meilleur client parce qu'il y a beaucoup de monde qui en demande. Et c'est fini le côté j'arrive avec mes gros sabots. Donc voilà, donc, le 1 bis, je ne passerai pas plus de temps dessus, mais ça ne coûte rien d'offrir un café, de dire bonjour, d'avoir une discussion un peu badine avant de rentrer dans le cœur du sujet. On est d'abord et avant tout des femmes et des hommes et juste des humains avec des entreprises et des intérêts à défendre, mais ça n'empêche pas d'être poli. Le deuxième C est la confiance. Donc, la confiance parce qu'encore une fois, c'est une question de posture. Se dire, ah non, mais je ne vais pas tout lui dire. Bah non, mais je ne vais pas lui donner mon objectif, que ce soit en termes de prix ou quoi que ce soit. Enfin, moi, je pense que ces méthodes-là, c'est fini. C'est qu'il y a un moment, faut arrêter d'être dans le protectionnisme. Faut être clair. Moi, je l'ai vu au cours de ma carrière, intégrer un fournisseur en amont, et j'étais en chiffrage aussi de projet. L'intégrer en amont, c'est permettre une meilleure connaissance du sujet. Alors, c'est OK, prendre le risque quelque part qu'on soit dépendant du fournisseur. Mais bon, c'est à nous de faire un travail aussi à amont et de choisir les meilleurs. Mais le fait de l'intégrer en amont, bah, c'est toujours plus efficace. Moi, je l'avais mesuré quand j'étais chez Vinci Facilities, voir le delta, alors financier, parce que c'était le plus facile, entre un fournisseur qui a été intégré très, très en amont sur une affaire, donc en phase chiffrage, avec une vraie connaissance du cahier des charges, des besoins du client final, des nôtres, etc. Et un fournisseur qui arrivait un peu last minute, bah, il y avait clairement un écart de l'ordre de 5 à 6%, ne serait-ce que sur les prix. Je ne vous parle même pas d'extra financier. Donc voilà, donc je pense qu'il faut être clair, il faut faire confiance aussi. Encore une fois, c'est une question de feeling. Bon, vous n'allez pas dévoiler les secrets de votre boîte, vous n'allez pas dévoiler la strate complète, mais se dire les choses, se rencontrer encore une fois assez régulièrement et à différents niveaux. J'ai fait des rencontres avec des VP au niveau de ma direction, au niveau terrain, etc. Ça, c'est important parce que chacun a sa vision. Il y a une vision globale de l'entreprise, il y a comment on le retranscrit sur le terrain et se dire les choses. La communication reste encore une fois le maître mot.
J'ai des exemples là-dessus, des fournisseurs avec lesquels on s'est fait confiance, ça a matché et ça a donné des très bonnes choses. Donc la confiance. Alors ça, c'est le côté acheteur aussi, c'est comme contrôle, parce qu'effectivement, la confiance n'exclut pas le contrôle. Et faire confiance à un fournisseur, ça ne veut pas dire aussi se toper dans la main et c'est fini. Et là, on passe aussi à des choses très sérieuses. Et je pense à plusieurs choses, notamment au cycle de vie de la relation. Donc, il y a une relation fournisseur qui émerge, où on apprend à se connaître, on apprend à se faire confiance, ça prend du temps aussi. Et il y a les affaires qui arrivent. Et les affaires, il y a les infos qu'ils vous donnent, où effectivement, c'est peut-être mon côté psychopathe, mais croiser les informations. Parce qu'on a des tas de sources, que ce soit de sites internet, de fédérations, de salons dédiés, qui nous permettent de croiser tout ça. Parce qu'on est aussi, encore une fois, dans une de nos missions en gestionnaire de risque. Donc, on est là pour... c'est notre job de faire en sorte que le fournisseur qu'on choisit ne soit pas un risque pour l'entreprise ou soit amoindri. Et ça passe aussi par la relation contractuelle. Comme j'ai l'habitude de dire, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Donc, la relation contractuelle, c'est-à-dire qu'on écrit concrètement un contrat avec tout ce que nous avons négocié avec le fournisseur. Alors, ça paraît simple, ça paraît encore une fois basique, mais c'est juste incontournable. Et c'est ce que je dis à mes acheteurs, la valeur d'un contrat est inestimable. Donc, on se gratte un peu la tête et on dit ce qu'on veut faire de chaque étape, chaque taux horaire supplémentaire, chaque forfait, ce qui est compris, pas compris, etc. Et c'est une part de contrôle parce que si ça part en cacahuète, comme on dit, les écrits restent. Et c'est ce qui reste. Et encore une fois, c'est notre job. A contrario, nous, acheteurs, entreprises, on respecte les engagements, donc on fait ce qu'on a dit. Et on fait en sorte que si on est en relation avec des opérationnels, ils respectent les engagements. Bon, ça passe par les paiements fournisseurs, ça passe par des tas de choses, ça passe par être aussi garant d'une certaine impartialité en cas de litige, etc. Et ça, c'est indispensable. Et on parlait de contrat, on parle aussi de KPI ou d'indicateurs, c'est-à-dire qu'on vérifie aussi ce qu'on attend, nos attentes, la qualité, est-ce que c'est dans les délais, est-ce que c'est au bon niveau, est-ce que c'est ça. Donc tout ça n'est pas une option et ça passe aussi par éventuellement des plans de progrès s'il y a un souci, ça passe par la communication, se dire les choses qui sont bien et les choses qui sont moins bien, par de l'évaluation, ça c'est important, et différents rituels. Donc à mon sens, le contrôle est indispensable pour recaler et pour ne pas laisser dériver et pour éviter que tout le monde soit en risque et perde de l'argent, clairement. Le quatrième C est la coopération. Donc, c'est aussi repenser la relation avec les fournisseurs. C'est ce que je disais en préambule. C'est fini, c'est un peu une image, mais à peine caricaturée, l'acheteur old fashion qui est timide avec des rapports de force. Là, ils se sont inversés. Donc, il y a une posture à avoir qui est différente. Encore une fois, avec un acheteur pris en sandwich entre des obligations et une rentabilité et toujours plus, en fait, c'est monsieur plus l'acheteur, plus d'innovation, plus de RSE, plus. Donc, et il doit soigner, à l'heure actuelle, on en est là, l'attractivité, son attractivité. Il doit donner envie aux fournisseurs. Donc, il y a un équilibre à avoir entre les objectifs, la défense des intérêts, chacun défend son entreprise et cette motivation pour les attirer. Decathlon parle de Love Link, j'ai trouvé ça rigolo. Et on le voit de façon sur certains marchés, on le voit, cette coopération est indispensable. Parce qu'on voit qu'en termes d'investissement, par exemple, c'est plus la même chose. Je prends un exemple, de nouvelles énergies arrivent.
On voit qu'il y a des fournisseurs comme des fournisseurs d'énergie comme Total, Shell et des fabricants de camions comme Volvo ou Daimler s'associent pour développer des camions à hydrogène. Donc, c'est quelque chose qui est de plus en plus dans l'air du temps, cette coopération, et qui est juste incontournable. Et si nous, acheteurs, on n'arrive pas à gérer ça, on laissera le train passer, je vais dire. J'ai d'autres exemples de coopération comme ça, voire comme dit Natacha Tréant, de coopétition. Donc, c'est une contraction entre compétition et coopération, justement. J'ai IKEA qui propose à ses fournisseurs tout un panel de solutions très concrètes pour faire des économies d'énergie. Toujours IKEA avec Zara se sont associés pour des transports à bas carbone sur une histoire de train. Moi, je l'ai fait dans le nucléaire. Alors, on s'est associé entre pairs, c'est-à-dire qu'avec des concurrents de ma boîte, et dans le cadre d'un pôle de compétitivité, et on s'est associé avec des sous-traitants de rang 2 pour faire évoluer la filière du nucléaire. Je parle notamment des exigences dans le nucléaire, plutôt que ce soit que chaque acheteur, chaque donneur d'ordre demande des documents, etc., 30 fois, fasse des audits, etc. On s'est dit, tiens, on va faire un référentiel commun et une plateforme commune, histoire de globaliser ça et d'éviter de refaire la même chose. Donc, cette coopération, et pourtant on est concurrents, cette coopération est juste, pareil, incontournable, indispensable. Et j'ai découvert il n'y a pas très longtemps cette idée de coopétition qui me paraît vraiment un sujet à creuser et qui va être là aussi de plus en plus fréquente dans notre contexte. Et enfin, le dernier C, c'est évidemment la création de valeur, qui est encore une fois une des missions de la fonction achat. Voilà, je vous avais dit, pour moi, il y avait trois missions. Donc, la rentabilité, on va dire, les risques et la création de valeur. Et je l'ai remis, mais quand on sait que plus de 50%, enfin que les achats représentent plus de 50% du chiffre d'affaires d'une entreprise en moyenne, c'est en moyenne. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix que cette valeur, de la chercher ailleurs que dans l'entreprise. Je vous ai mis un autre chiffre qui m'a semblé parlant. 38% des sources d'innovation proviennent des fournisseurs. Donc, à partir de ce moment-là, je ne vois pas... non, dit autrement, je pense qu'on serait complètement fou de se passer de cette ressource externe et de ne pas aller les voir et de ne pas chercher à faire quelque chose avec. Là-dessus, j'ai un exemple. Quand j'étais dans le Facility Management, j'avais un gros marché de propreté. Et la propreté, donc le nettoyage en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que la main-d'œuvre est très peu qualifiée, les taux horaires sont ramoquettes. En termes de latitude, c'est pas là-dessus que vous allez grignoter le taux horaire, parce que c'est ce qui fait 80% du coût de la presta. C'est une profession qui est hyper réglementée, avec un syndicat très fort et tout. Et là, on a bossé ensemble pour penser autrement. Donc, j'ai créé un club pour penser autrement la presta de nettoyage et pour intégrer aussi de l'IoT. Donc, je vous parle de ça il y a 5 ans. Alors maintenant, l'IoT, ça paraît facile. Il y a 5 ans, ça a débuté. On avait encore du mal à trouver des capteurs. Et sur un gros marché à 100 millions d'euros, où j'avais 12 millions de propreté à acheter sur 5 ans, j'avais un objectif à -12 aussi, ce qui était juste compliqué, on va dire, à atteindre. Je l'ai fait, déjà en réduisant le panel, assez classique, de 10 prestats à 2. Donc, pareil, relations pérennes, accentuées sur les fournisseurs en contrat cadre, etc. Et aussi, on l'a fait en se grattant la tête tous ensemble, en intégrant de l'IoT, en changeant des méthodes, et on a créé cette valeur-là, quoi. Voilà, donc ça, c'était un exemple concret, pas de dire aussi, bon, c'est facile de faire des grands discours. Donc, pour moi, le fournisseur,
bon, il est une menace, ok, de par les risques, mais il est surtout une opportunité. Je voulais aussi aborder la notion de risque, parce qu'on l'a dit, parce que c'est de plus en plus complexe, parce qu'il y a des risques financiers opérationnels, vous le savez, juridiques et légaux qui pèsent de plus en plus. Tout ce qui est RSE, quand j'appelle juridique et légaux, je pense à la Sapin 2, je pense à la devoir de vigilance, à tout ce qui est sur la data, que ce soit la cyber, le RGPD, etc. Et tout ça, il y a un moment, ça tombe aussi dans l'escarcelle des achats, soit en guide, soit en bouclier, soit en contributeur. Et, euh, et là, ça change aussi les forces. C'est là aussi que quelque part, bah, le fournisseur peut représenter une menace, parce que s'il ne répond pas à tous ces critères, et si on n'a pas vérifié qu'il répond à tous ces critères, on est mort. Mais il est aussi une opportunité. Si je prends l'exemple assez actuel, on va dire, de tout ce qui est décarbonation, si on y va comme des barbares en imposant des critères, on ne va pas y arriver. Par contre, pour moi, c'est une aberration. Si on y va en se disant, bon, comment on fait? On se met autour d'une table, on mutualise nos plateformes digitales, enfin nos outils. Euh, là, je pense qu'on va y arriver. Deux éléments par rapport à ça. Juste pour étayer, alors je suis restée sur la partie ESG, RSE, parce que c'est ce qui est le plus actuel et ce qui est parlant. 83% des émissions de Nestlé sont générées par ses appros en ingrédients, en emballage. Sur Apple, 70% de ses émissions carbone sont dues à sa production, enfin à ses produits. Donc, le dernier exemple, c'est CFH, où l'empreinte carbone de son scope 3, c'est 75% de ses émissions. Donc, vous voyez que c'est des secteurs différents. J'ai pris exprès des secteurs sur, pas de nucléaire, etc. Donc, c'est des secteurs différents sur lesquels, en fait, l'obligation qui pèse vient de l'extérieur. Donc, encore une fois, il y a deux voies. Soit on impose, il n'y a qu'à faucon, et je pense qu'on n'y arrivera pas. Soit on se dit, bon, on se met autour d'une table, on réfléchit, on est dans un système de toute façon de plus en plus réticulaire, et si on ne fait pas avec, on fera pas sans parce qu'on n'y arrivera pas à le faire. Donc voilà. Autre élément, pareil, en termes d'obligations, de plus en plus d'investissements se font sur des critères extra-FI. Les rapports qui sont demandés aux entreprises, de plus en plus, sont rédigés. Enfin, les parties sont de plus en plus rédigées par la fonction achat. Ça veut dire quelque part, on a un rôle important à jouer, à saisir. Et donc, ces risques-là aussi, c'est pour ça que j'ai voulu aborder la notion de risque, rentrent dans cette relation qu'on a avec cette ressource externe, cet actif stratégique, ce capital que sont les fournisseurs. Voilà, donc en conclusion, j'ai rappelé les 5 C. Donc la connaissance, la confiance, le contrôle, la coopération, la création de valeur. Parce que à mon sens, la création, la rentabilité durable des entreprises passera par là. Parce que je pense que c'est une recette qui peut être efficace, que ce soit des fournisseurs français ou étrangers, et que ça passera par cette relation fournisseur entre des hommes et des femmes. L'humain est au cœur de tout, qui soit à la fois soignée et on le voit, qui est en train encore de se transformer, qui s'est transformé, qui a évolué, qui est en train de se transformer et qui est en train d'être réinventé. Voilà, je vous remercie en tout cas et puis je finirai par une citation qui me semblait rigolote. C'est celui qui pense qu'un professionnel coûte cher n'a aucune idée de ce que coûte un incompétent. Et je pense que c'est aussi valable pour le côté fournisseur que le côté acheteur. Je vous remercie. Merci beaucoup Vanessa pour cette présentation riche en enseignements et enrichie effectivement par beaucoup d'exemples. Donc ça, c'est une vraie valeur à ajouter de ta part. Alors, nous avons donc reçu des questions. Je vais sans perdre un instant en formuler quelques-unes, mais vous pouvez bien évidemment continuer à en poser via le chat et Vanessa y répondra avec plaisir. Alors, première question. Comment réagir lorsqu'on se rend compte que nous représentons une part importante du CA de notre prestataire? Ah oui.
Alors, c'est toujours compliqué ça, parce que globalement, il y a la fameuse indépendance, la notion d'indépendance ou de dépendance, suivant dans quel sens vous le prenez. En tout cas, c'est bien de le voir, hein. Après, je dirais que ça dépend de la contextualisation de quel fournisseur, sur quel marché fournisseur et quelle entreprise. Est-ce que vous avez moyen de sourcer ailleurs? Est-ce que c'est mono-fournisseur? Enfin, ça dépend tellement du contexte que c'est pas simple d'y répondre tout de suite. En tout cas, si possible, euh, déjà, encore une fois, c'est bien d'avoir mis le warning et si possible, de voir si on peut sourcer ailleurs ou pas, si la qualité égale, à produit, à prestation égale. Alors, merci. Et surtout, quel est le risque? Quel risque je prends à continuer avec ce fournisseur? Donc, à mettre un espèce de monitoring sur le financier, comment il va, quel est son développement. Enfin, il faut vraiment environner le risque, à mon sens. Merci Vanessa. Excuse-moi d'avoir coupé la parole. Deuxième question, comment peut-on qualifier les fournisseurs, notamment pour répondre aux exigences RSE, par exemple de Bicorp? Parfois, les fournisseurs sont des sites de vente en ligne comme Amazon ou ManoMano, et doit-on les qualifier? Alors, alors déjà, il y a pas mal d'outils. Je n'ai pas voulu faire la pub, mais il y a quand même pas mal d'outils qui existent pour qualifier un fournisseur. Qu'est-ce qu'on appelle par qualifier? Est-ce que c'est la première step de se dire est-ce que je travaille ou pas avec lui? Quelles sont aussi les exigences de l'entreprise? Parce qu'en RSE, le scope est quand même hyper large. Enfin, ça touche au moins cette thématique. Je ne pense pas que l'entreprise dans laquelle enfin, la personne qui pose la question travaille sur les 7 thématiques. Il y en a forcément qui sortent. En fonction de ça, prendre les critères qui vont bien. Et après, vous avez des gens comme EcoVadis, entre autres. Alors, encore une fois, je n'ai pas d'action, je ne veux pas faire de pub, mais qui ont des façons de qualifier. Vous avez des tas de sources légales aussi qui vous permettent de vérifier et de qualifier. Et après, vous avez des questionnaires qui existent aussi à demander directement aux fournisseurs qui vous amènent des preuves sur des questions très précises sur lesquelles vous voulez l'amener, quoi. Pour répondre juste sur Amazon, il existe Amazon Business qui est un truc assez officiel. Et là, je pense que c'est facile d'avoir, enfin facile, c'est possible d'avoir une personne en ligne et de pouvoir, enfin un commercial, de pouvoir répondre, hein. Alors, merci Vanessa. J'enchaîne avec une autre question. Donc, je n'ai pas compris le terme utilisé pour le 5e C. Pouvez-vous l'expliquer? Alors, le 5e C, c'était création de valeur. Oui, c'est ça. Tu Alors, peux y revenir un petit peu brièvement, voilà. En fait, c'était dans la façon de dire que le, la, la mission, une des missions des acheteurs, c'est de créer de la valeur. Et ça ne se fera pas sans le fournisseur qui a un poids important. Peut-être sur la notion de elle-même de création de valeur, peut-être, en fait, avec Ah, peut-être un exemple, j'imagine, non? un exemple de création de valeur. Alors, je pensais que l'exemple sur la propreté était Oui. intéressante. Euh, c'est d'arriver, enfin, c'est pas penser en termes de je grignote la marge, je fais que des économies, mais comment je fais pour faire quelque chose de supplémentaire. C'est un peu l'idée du 1 + 1 fait 3, quoi. Mm. Ça se rapprocherait, alors je vais assez loin, mais ça se rapprocherait de l'intelligence collective. En se disant, bah, le fournisseur en question, si je reprends mon exemple de propreté, il connaît son marché par cœur, il connaît sa prestation. Moi, je fais du facility management, je sais ce que veut mon client, je commence à connaître un peu, je me gratte la tête ensemble et je fais en sorte d'arriver à l'objectif et en ajoutant d'autres choses, parce que c'est toujours du plus. Voilà, c'est une notion 1 + 1 fait 3. Je ne sais pas si j'ai été plus claire, mais Alors, a priori, non, c'est pas tout à fait ça. C'est le dernier terme employé que la personne n'a pas compris. Donc, je demande quel terme et vous avez employé un mot que je ne connais pas pour clarifier. Alors, je ne sais pas pour retrouver. est-ce que c'était le terme réticulaire? Ça peut être ça, peut-être. Donc ça veut dire que c'est en réseau, en fait.
C'est qu'on est tous en réseau et c'est de plus en plus, on appartient à un écosystème et les fournisseurs sont aussi dans un écosystème de l'entreprise. L'entreprise est elle-même dans une grosse sphère, dans un contexte, un environnement, et réticulaire, c'est le fait que chacun soit lié. Et par le fait qu'on soit lié, on ne peut plus faire chacun de son côté. Je pense que ça doit être le terme Oui, réticulaire. ça doit être ça, ouais. Merci Vanessa. Donc j'enchaîne. Alors, comment gérer les fournisseurs qui sont des agents et donc pas une relation en direct? Oula, alors là, je serais bien incapable de répondre à cette question. Je suis désolée, mais Eh bien, j'ai pas eu à gérer ça. eh bien, au moins, oui, c'est mieux d'avouer Ah oui, effectivement. non, ah bah, Aucun ouais, souci, ça. Je Vanessa. vais pas vous raconter Il n'y a n'importe pas de quoi. problème. Pas de problème. Alors, une autre question, et ce sera peut-être la dernière. Alors, comment maintenir une relation fournisseur stable lorsque ces derniers subissent actuellement de fortes augmentations de marge d'exploitation, alors que le marché signé est à prix ferme sur 4 ans? Euh, c'est pas simple, mais déjà, déjà, il y a un bout du job qui est pas pour nous, je dirais, parce que moi, je me suis retrouvée dans cette situation en 2022 avec des prix négociés en 2020. Donc, par exemple, des tableaux électriques qui avaient pris 20-25%, du matériel de radioprotection qui avait pris entre 10 et 25%, alors que c'était en monopolistique. Euh, Moi, je dirais deux choses. Il y a le côté avec le client prix ferme 4 ans. Si c'est ça, ça, c'est plus possible de toute façon. On sent bien que le paradigme n'est pas le même. Alors, je n'ai pas compris si le contrat 4 ans était entre le fournisseur. Alors, je vais relire la question. Comment maintenir une relation fournisseur stable lorsque ces derniers subissent actuellement de fortes augmentations de charges d'exploitation, alors que le marché signé est à prix ferme sur 4 ans? Donc, c'est le marché entre le fournisseur et l'entreprise. Oui. Et nous, d'accord, il n'y a pas de relation client. Je pense il faut repenser le contrat, justement. Parce qu'encore une fois, c'est compliqué de dire ça pour un acheteur, mais à un moment, c'est à mon sens, le modèle qu'on a connu de contrat cadre ou marché signé sur 3-4 ans, prix ferme, c'est plus possible en fait. Actuellement, c'est plus possible et c'est trop risqué. Et après, d'un autre côté, il faut fouiller sur la fameuse décomposition des coûts, parce que ça en fait partie, de savoir quel est le réel niveau de hausse, parce qu'on n'est pas sans savoir qu'en plus, des fournisseurs ont quand même profité dans ce marasme pour mettre des hausses à tout bas. Bon, il y a eu de la malhonnêteté intellectuelle aussi. Donc, je pense qu'il faut bien connaître son marché, bien connaître sa décomposition de coûts pour voir vraiment les différents impacts des différentes composantes du coût de la presta ou du produit acheté, et en fonction, revoir son modèle de contrat à prix ferme. Très Et c'est de bien. l'échange, c'est de la communication, c'est de l'échange. Et franchement, je pense ça peut être dur, ça peut coincer. Moi, je l'ai vu avec Schneider. Mais ça peut marcher aussi, et c'est l'antériorité de la relation. Moi, je sais que je suis arrivée à faire des choses avec Schneider, avec des gens qui sont en monopole, parce qu'il y a une antériorité de relation, parce que aussi ça s'est rencontré à différents niveaux, que ce soit du corporate, si la personne n'a pas la main, que ce soit du niveau opérationnel. C'est donner envie aussi pour amortir les hausses, et d'avoir cette stratégie-là pour pérenniser la relation et continuer à se parler. Merci Vanessa pour ces réponses précises. Malheureusement, donc le temps qui nous était imparti est déjà écoulé, nous arrivons au terme de ce webinaire. Alors, on serait bien resté effectivement ensemble pour continuer à échanger, mais rassurez-vous, donc le webinaire a été enregistré. Il sera disponible dans la journée sur parcourscroisé.com. Je vous invite également à rejoindre les groupes de discussion dédiés aux achats sur Parcours Croisé afin d'interagir avec vos pairs et retrouver de nombreux articles déjà publiés par nos auteurs, dont ceux de Vanessa Lemot. N'hésitez pas à liker ou commenter afin d'enrichir les débats. Je vous remercie donc d'avoir été nombreux à suivre ce webinaire. Je remercie Vanessa Lemot pour sa présentation et pour les nombreux exemples qu'elle a donnés. Donc, à bientôt. N'oubliez pas, les échanges se poursuivent sur parcourscroisé.com. Merci à tous, merci Nicolas.